J'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Et moi, j'aime l'entreprise. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Voilà, des séquences de communication qui ont marqué l'année. Mais quel impact ont-elles eu? Ont-elles été des succès ou au contraire de gros loupés? Vous verrez que pour certaines, il y a débat. Et quelles leçons en tirer au terme de cette année 2014? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les gagnants et les perdants en matière de communication politique, j'entends, de cette année 2014, nous remettons cette année, cette semaine, là, maintenant, les déshabillons les d'or. J'ai pas la petite statuette, ce sera pour l'année prochaine. Avec 4 invités, par contre, eux sont bien là. 2 communicants au regard affûté sur les politiques, mais qui ne travaillent avec aucun d'eux en ce moment. Nicolas Bordas, vice-président de TBWA Europe, Gilles Masson, président de MCSA à Chigad. Vous êtes intervenu régulièrement dans Déshabillons-les cette année. Également Laurent Fontaine, producteur de télé. Alors avant la fameuse émission de TF1 dont certains se souviennent, vous aviez travaillé fin des années 80 à la communication de ministère et on compte également sur votre regard d'homme d'image pour analyser l'impact des séquences qu'on va voir. Et enfin Cécile Delosier, spécialiste en média training pour analyser la manière avec les gestes, les intonations dont les politiques font passer leurs messages, des messages qui parfois leur reviennent en boomerang, comme ce fut le cas fin août à Frangy, avec celui qui était encore ministre de l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, ou les tontons frondeurs du gouvernement. À Frangy-en-Bresse, en tout cas, la cuvée cette année a été baptisée cuvée du redressement, comme une provocation. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Nous ne sommes pas des frondeurs, ont-ils dit d'entrée de jeu, mais qui réclament tout de même ouvertement un changement de cap économique. La France n'a pas vocation à s'aligner sur les obsessions excessives de la droite allemande, sur les axiomes idéologiques qui détruisent l'économie européenne. J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. Voilà, alors la phrase la plus explosive de l'année, la fameuse cuvée du redressement, et un accident industriel pour vous, Gilles Masson, carrément. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, c'est un accident industriel parce que je pense qu'il a été débordé par les journalistes autour de lui. Ah, c'est la faute des journalistes? Non, je pense qu'il n'a pas bien maîtrisé ses réponses et que pour le coup, c'est une phrase qui est terrible parce qu'elle est dans le fond très condescendante. Je pense qu'il aurait pu remettre en question la politique du gouvernement, ça aurait été arrangé au niveau gouvernemental. Le fait qu'il dise cette phrase qui est très condescendante, voire méprisante, c'était une façon de dire faut que ça s'arrête. D'accord, si elle est restée, si elle a eu cet impact, c'est parce qu'elle était, vous dites, méprisante et condescendante. À l'égard de François Hollande et de Manuel Valls, oui. Laurent Fontaine, une petite nuance, je crois, parce que pour vous, c'est malin quand même. Condescendant, mais malin, est-ce que c'est possible? Non, 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 c'est pas malin, c'est un bon client. C'est un bon client de télé, c'est un Mélenchon, c'est un homme politique particulier, Arnaud Montebourg, qui a toujours été dans la provo et toujours dans la condescendance. Souvenez-vous, en 2007, avec Ségolène Royal, le problème de Ségolène, selon lui, alors qu'il est son porte-parole, c'est son mec. François Hollande. Voilà, sa vie entière politique est faite de côté matamor et de côté besoin de se mettre en scène et de théâtraliser les choses. Là où c'est malin, c'est que sa sortie prévue de scène politique était plutôt maligne. C'était partir sur un coup d'éclat et faire chier le président et Valls pendant le plus longtemps possible. Il se trouve que là où il s'est trompé un peu de cible, c'est qu'il ne pensait pas qu'il sortirait aussitôt parce que Valls a compris qu'il valait mieux l'avoir à l'extérieur, sans soutien et sans mandat, qu'à l'intérieur avec son pouvoir de nuisance. Voilà, oui, donc effectivement, il y a une tradition des phrases d'Arnaud Montebourg. Certaines avaient paru un peu maladroites mais sincères. Celle-là, effectivement, vous dites, elle pêche par sa condescendance. Alors, Cécile Delosier, petite nuance également, puisque vous trouvez ce moment réussi. Vous êtes assez minoritaire à cette table. Là, on a préparé l'émission, donc je sais déjà ce que chacun va expliquer. Oui, parce que moi, je trouve qu'on a beaucoup d'hommes politiques en ce moment qui se ressemblent. Tout est un peu inodore, incolore, tout se ressemble. Et dans cette époque robinet d'eau tiède, tout à coup, on a une personnalité qui fait saillie et qui a le rôle du provocateur. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un Cyrano. Et pour cela, j'admire. Maintenant, il faut faire attention que le Cyrano ne devienne pas matamor ou capitan. D'accord, vous voulez dire qu'en fait, il peut incarner quelque chose. Dans la durée, cette phrase, elle peut rester comme le symbole de quelque chose, de celui qui ose, qui est enthousiaste. Et d'une force qui va, comme dirait Victor Hugo. C'est une force qui va, regardez-le se déplacer, torse bombé. Une force qui va, mais peut-être sans trop voir où elle va. Oui, mais moi je pense que c'est calculé. Je pense qu'il maîtrise.
D'accord. Je pense qu'il n'a pas du tout maîtrisé la sortie. D'accord. Pas du tout. Moi, je pense que un petit mot ou... Ah oui, s'il avait voulu sortir ce jour-là, c'était parfait. Je crois qu'il ne voulait pas sortir ce jour-là, mais moi je voudrais quand même distinguer l'idée de l'exécution. Dans nos métiers, très souvent, il faut distinguer l'idée de l'exécution. Je pense que l'idée en soi de la cuvée du redressement pouvait être jouée de différentes manières. Et c'est cette petite phrase qui tue, au fond, et qui est le dérapage, la phrase en trop, qui devient complètement inassumable. Mais au fond, il aurait pu, avec la même idée de fond, c'est-à-dire la cuvée du redressement, faire quelque chose qui aurait fait passer le message qui était celui qu'il voulait faire passer à l'époque, qui n'était pas « je veux sortir demain du gouvernement », c'était pas ça le message à ma connaissance, mais bien le message de il faut une politique économique plus à gauche, donc la cuvée du redressement, c'est comment essayer tous ensemble de faire en sorte que le redressement se fasse plus à gauche. Et là où il rate, c'est parce qu'il prononce cette petite phrase qui, à mon avis, restera plutôt négativement que positivement associée. Oui, d'accord, ce je vais lui envoyer, c'est ça, moi, je pense que la le sortie du condescendant. gouvernement, contrairement à toi, était prévu par l'équipe Montebourg. Pas à cette date-là. Après le timing, nous on a passé l'année à suivre. Le timing, on parle de tactique, bien sûr que ce n'était pas cette date-là, mais la sortie était prévue à terme. Et d'ailleurs, peu de gens ont vu le reportage d'Envoyé spécial où on suit Arnaud Montebourg, où il est d'une violence avec le président qui est absolument incroyable. Et il était encore ministre à l'époque. Oui, oui, c'est vrai. Alors, séquence plus consensuelle avec François Hollande, qui a dû s'exprimer dans des moments difficiles, là où il n'était guère audible. Ça a été un peu le cas tout au long de l'année. Paroxysme, donc au début de l'année, lorsque le magazine Closer sort les photos du président casqué en train de rendre visite à l'actrice Julie Gaillet. Quelques jours après, lors de la grande conférence de presse, on l'interroge sur les sujets et sur la première dame, Valérie Trierweiler, hospitalisée suite à ce choc. Alors, Monsieur le Président, la question, je vous la pose sans détour. Valérie Trierweiler est-elle toujours aujourd'hui première dame de France? Je vous remercie. Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. Ce n'est donc ni le lieu, ni le moment de le faire. Mais si je ne répondrai à aucune question aujourd'hui sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Alors, dans ce moment difficile, il y a quelques jours, d'une visite d'État aux États-Unis, le président a-t-il préservé sa fonction? Cette question s'est reposée tout au long de l'année, notamment fin août, lorsque peu après la démission du gouvernement Valls, suite à la bombe Frangy dont on vient de parler, François Hollande prononce un discours sur l'île de Sein dans le cadre des commémorations des 70 ans de la Libération, trempé, sans parapluie. Il donne l'image d'un président impassible et ruisselant dans la tempête. Je tenais à être présent aujourd'hui dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de notre pays. Aujourd'hui, ici, sur l'île de Sein. J'y avais été invité par les élus et je voulais respecter cet engagement. Et je n'y aurais renoncé à aucun prix, même si la pluie nous accompagne aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'intempérie que nous redoutons le plus. C'est une émotion, une très grande émotion, de venir ici sur l'île de Sein. Petit morceau de terre planté dans l'océan, l'île de Sein a été durant la Seconde Guerre mondiale une avant-garde, un exemple, une illustration du patriotisme français. Voilà, on entend la pluie. Alors là, vous êtes globalement unanime pour dire que la première séquence, donc celle de la conférence de presse, est plutôt réussie. La deuxième, sous la pluie, complètement ratée. Avec le recul, dites-vous. Alors pourquoi, Nicolas Bordas, sur les deux séquences? Sur la première, elle est réussie parce qu'au moment où il parle, il faut absolument faire en sorte que ça cannibalise pas tout le reste. Parce que c'est quand même des questions qui durent près de 2h30 et il faut évacuer cette question-là. Et là, il le
le fait de manière totalement mitterrandienne. On a l'impression que Mitterrand aurait pu faire cette réponse-là et de manière très efficace. Alors évidemment, l'image sous la pluie, elle est dévastatrice. Pourquoi? Au fond, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle renvoie à une autre première image sous la pluie qui est fondatrice, qui est le moment où il a pris ses fonctions. La remontée des Champs-Élysées. La remontée des Champs-Élysées, et qui n'a pas été que positivement interprétée, mais surtout parce qu'il ne l'explique pas. C'est-à-dire qu'au fond, moi, ma thèse, c'est que la communication permet toujours de donner les lunettes pour lire des actes politiques, quels qu'ils soient. Le problème là, c'est que là, elles sont bien mouillées les lunettes en l'occurrence. Et donc, ce qui a été dit après, du genre les gens étaient sous la pluie, donc j'ai voulu moi aussi l'être, il lui fallut le dire directement dans le discours. Parce que vous êtes sous la pluie, je le suis aussi, et probablement que les choses seraient passées différemment. Mais là, c'est juste l'image qui passe dans le monde entier et qui donne l'impression d'un président totalement sous la pluie torrentielle des difficultés économiques. Oui, parce que l'explication, effectivement, celle que vous mettez en avant, c'est ce qu'il a dit, mais des jours et des jours plus tard, a posteriori, quand une fois que l'image avait tourné en boucle un peu partout. Gilles Masson, vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord. La première séquence est très réussie, je trouve, quand il s'explique par rapport à Julie Gaillet. Et il maîtrise le temps. Il a une posture d'homme politique, d'homme d'État, qui dit, je sais pas. C'est dingue quand même que vous disiez ça, parce qu'on a quand même l'impression que ça a été un des gros loupés. Non, pas là-dessus. Je suis complètement d'accord avec Nicolas. Il a réussi à évacuer ce sujet-là. Et il y avait un mélange de pudeur et de stature d'homme politique. La deuxième, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire qu'il a effectivement ramé après, sans jeu de mots, pour expliquer ce que tu dis, Nicolas. Sauf que je pense qu'il était dans une situation inextricable. C'est-à-dire que soit il se mettait sous la pluie et il a eu ce qu'il a eu, c'est-à-dire Hollande, tsunami, le gouvernement coule, soit il prenait un parapluie et il suffisait qu'un caméraman filme les survivants trempés et lui sous parapluie et on avait Ismé au sec. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas géré en amont cette situation. Le fait que depuis que Hollande a été sincèrement, c'est une situation qui est très facile à gérer. Comme dit Nicolas, il faut prévenir ou alors il faut mettre des parapluies à tout le monde. Mais c'est une catastrophe. D'accord, oui, donc de l'amateurisme, mais qui est devenu un symbole. Évidemment, tout ça, évidemment, on en parle parce que c'est resté un symbole. Terrible là-dessus. C'est ce qui restera. Cécile Dosier, vous avez une petite nuance, je crois, notamment sur la première image, celle de la conférence de presse, qui n'est pas si réussie que ça. Je trouve qu'on voit bien le président de la République, et c'était pour lui très important de gommer l'image désastreuse de Closer, l'image obscène au sens propre du terme qu'il ne fallait pas voir. Donc je trouve que oui, il a une grande maîtrise. Cependant, au moment où le journaliste prononce le nom de Valérie Trierweiler, il détourne le regard. Si vous regardez les images, il baisse la tête, comme pris par trop de honte. Il ne veut pas, honteux, il est honteux. Je pense quand même. Et alors, moi j'ai pensé encore une fois à un vers de Victor Hugo qui dit Hernani, Hernani, avec ce nom fatal, je n'en ai pas fini. Et là, on a envie de dire avec le président de la République, Valérie, Valérie, avec ce nom fatal, monsieur le président, vous n'en avez pas fini. Et on sait que l'année va être très longue. Regardez encore ce qui se passe ces derniers temps. D'accord, donc en fait, c'est mitterrandien, mais un Mitterrand honteux, en fait, c'est ça. Il y a un moment, il est quand même gêné. On voit apparaître derrière le président François Hollande, celui qui a été pris en flagrant délit de corps coupable, on va dire. Alors, Nicolas Bordas, vous le voyez aussi parce que vous disiez qu'il avait réussi, mais c'est vrai qu'à ce léger moment où on a l'impression vraiment qu'il ferait tout pour échapper à cette question. Ce qui est dur pour François Hollande, c'est qu'on surinterprète tout, y compris le moindre petit... Dans cette logique du toboggan, où tout est emmené quoi qu'il arrive, le moindre détail est interprété nécessairement dans le mauvais sens. D'accord. Alors, surinterprétation, disent certains, le mot de la fin. Vous savez quoi? Je pense que François Hollande, et c'est peut-être en ça qu'il est un président dit normal, alors je suis peut-être un des derniers à le dire encore aujourd'hui, mais on verra, je pense qu'il a dans sa communication, au final, une dimension sacrificielle qu'il va essayer lentement, mais c'est pas en un coup, c'est pas en 6 mois, c'est sur le quinquennat, et on le voit que moi, l'image sous la pluie, ça restera un mec quand même qui, comme il l'a dit, n'était pas aux abris. Voilà. Sacrificiel. Alors sacrificiel, ça veut dire finalement qu'il est, voilà, qu'il est le bouc émissaire, mais ça finira par payer. Je suis Flamby, je suis celui que tout le monde critique en permanence, je suis celui qui fait que des conneries, selon vous. Je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je n'ai pas cette maîtrise-là. On verra au final qui entre le lièvre et la tortue gagnera. C'est un peu sa seule chance de s'en sortir. Une communication sacrée. Pitié quand même, parce que là, il fait pitié. Mais c'est une vision très 5e République, tout ça, peut-être que ça va changer. Le concept est intéressant, une communication sacrificielle, vous dites, alors c'est pas forcément voulu, mais en tout cas, ça peut être, vous dites, une... moi je crois que c'est voulu qu'il soit allé sous la pluie, bien sûr. Il aurait pu avoir un parapluie. Souvenez-vous que le 1er mai, il y a une autre image terrible d'une femme politique qui est sous la pluie et qui se fait abriter par un parapluie. C'est Marine Le Pen à l'Opéra, dans son discours, et c'est une catastrophe.
catastrophe. Voir ce type qui pendant 50 minutes tient un parapluie au-dessus de la tête de Marine Le Pen, j'ai mal pour lui, j'ai mal au bras. Et je pense qu'il n'a pas voulu cette image-là. Autre sujet marquant dans cette année, certains ministres, et ça a été frappant, se sont risqués sur des terrains, là pour le coup, assez minés, hein, dans le registre des aveux et des confidences iconoclastes. Alors c'est rare, c'est inédit, mais est-ce payant? On commence par Manuel Valls, qui des universités d'été du MEDEF jusqu'à Berlin et Londres a dit dans toutes les langues son amour de l'entreprise. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Une immense majorité de nos concitoyens y travaillent. J'aime l'entreprise. Ich mag die Unternehmen. Je l'ai même dit en allemand, c'est dire, à Berlin, et toute la presse française s'attend à ce que je le dise en anglais chez vous. Bon, je vais la décevoir. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici, à la Cité. My government is pro-business. Voilà, et après ça, on ne dira pas que les ministres français ne sont pas polyglottes. Alors, aveu aussi, mais dans un autre registre, celui de François Rebsamen, un ministre du Travail, qui, dans Le Parisien, après la publication des chiffres catastrophiques du chômage pour le mois de septembre, diagnostique ni plus ni moins que l'échec du gouvernement. Alors, petite réaction d'abord, Laurent Fontaine, sur cette deuxième extrait, hein, ce banc-titre du Parisien, cette phrase qui a été beaucoup reprise, hein, on a dit que c'était une gaffe absolue, une bourde, encore Rebsamen qui ne sait pas se tenir, a-t-on dit. Alors vous n'êtes pas d'accord Non, il ne sait pas se tenir. Non, il dit la vérité, donc il ne sait pas se tenir. Ils le savent, il le sait, tout le monde le sait. Oui, mais est-ce que c'est une gaffe de le dire comme ça? C'est une gaffe, on a bien compris que le gouvernement a changé un peu son fusil d'épaule et qu'enfin ils ont assumé une orthodoxie libérale claire, nette. Mais il se sacrifie là encore, il est encore dans la logique sacrificielle? Non, il répond, et comme il est plutôt détendu comme homme politique, il répond, et puis voilà, il répond la vérité. Et alors, est-ce que, parce que j'ai pris ces deux extraits, on les a retenus parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une espèce de nouvelle communication un peu style parler vrai. Est-ce que vous faites cette analyse également, et à quoi Oui, moi aussi je dirais ça, je dirais à nouveau gouvernement, nouvelle communication. Du côté de Manuel Valls, ce qui est intéressant dans sa phrase, c'est pas la phrase elle-même, c'est à quel point il décide de l'assumer et de la répéter. Or, en politique, rien n'est plus important. Même quand vous faites une erreur parfois, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que je pense qu'on peut faire le crédit de Manuel Valls, mettre au crédit de Manuel Valls sa capacité de grand communicant, le fait de la répéter à différents endroits, à différents noms, lui donne un poids et fait que cette phrase, pour le coup, de mon point de vue, restera et lui restera associée longtemps. Quant à François Rebsamen, au-delà de son franc-parler naturel, je pense qu'il y a un acte de communication qui va au-delà de la franchise et qui est là encore est probablement pensé de mon point de vue, dans la mesure où ce qu'il dit là, c'est un moment où il est nécessaire de constater ce que tout le monde peut voir. C'est que la promesse d'un chômage qui régresse n'est pas tenue, donc il faut arrêter, il faut enlever les œillères et accepter de le dire, ne serait-ce que pour que les gens, il faut aller là où sont les gens et ce qu'ils peuvent voir du côté des faits, et de faire en sorte de dire je vois les faits comme vous les voyez, ce qui est nécessaire pour toute reconstruction. Il faut à un moment donné partager le constat et l'analyse si on veut espérer modifier les choses et reconstruire. D'accord, pour qu'on ne dise pas que le gouvernement a des lunettes qui ne lui permettent pas de voir les choses. D'accord, mais alors pourquoi on a autant dit qu'il était gaffeur alors? Que ça avait été une erreur, du coup, ça a été mal interprété alors, selon vous? Oui, enfin moi j'ai l'impression que sur le fond, ça n'est absolument pas une gaffe. Après, une fois de plus, ce gouvernement en général, et François Hollande en particulier, quoi qu'on fasse, on commence par prendre les lunettes négatives parce qu'on est habitué à ça, avant de regarder les choses de manière un peu plus posée. Je pense qu'avec le recul, on peut se dire que c'est pas forcément une gaffe. D'accord, avec le recul. Vous dites, pourquoi a-t-on dit, BFM a beaucoup dit, parce qu'en réalité, quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent de cette phrase, personne ne vous dira que c'est un gaffeur. BFM, tout le monde dira, pour une fois, il y en a un qui dit la vérité, disons. Les experts ont beaucoup dit, ça a été beaucoup. Le mot couac, une fois de plus un couac mis en scène pendant 2 jours. Non, même par Rebsamen, c'est aussi fait beaucoup tacler par les membres du Parti Socialiste aussi. C'est aussi fait tacler par les Français. Voilà. Gilles Masson?
Pour moi, Rebsamen, c'est un discours vérité qui colle très bien au personnage, parce qu'il est comme ça. Pour moi, il n'est pas du tout gaffeur, Rebsamen. C'est un mec qui dit les choses cash. C'est un des rares à dire les choses toujours cash. C'est aussi un positionnement par rapport à Michel Sapin. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part en concurrence de statut. Et Sapin, c'est un mec qui part toujours en live, en poésie, sur « mais regardez la courbe à l'envers, on peut la regarder différemment ». Et lui, il va cash. Donc je pense que c'est une très bonne phrase. Ça le positionne. Et Valls, pour moi, c'est vraiment en communication un grand monsieur. Le fait, effectivement, de répéter la phrase, de le dire dans les différentes cultures, de s'adapter aux différentes... D'accord, pour ceux qui me comprennent mal, je vais le dire dans toutes les langues. Il dit « My government is pro-business ». C'est très malin, c'est beaucoup plus anglais, et c'est beaucoup plus anglo-saxon, et il met son gouvernement avec lui. Et c'est aussi pour Valls un rendez-vous pour 2017. C'est le mec de gauche qui restera, qui a décidé de reconstruire le Parti socialiste, dont il veut changer le nom. Oui. À un moment, il est en train de construire sa stature d'homme de 2017, et il le fait très bien. Habile pour la suite, vous dites. Et il s'oppose au Parti Alors, socialiste sachant que là, vous analysez claire. son discours, mais il y a aussi ses gestes, Cécile Delosier, et alors là, c'est pas tout à fait je trouve que son positionnement politique est convaincant, je suis d'accord avec vous. En revanche, je trouve que soit le texte, soit sa manière d'incarner son texte, c'est pas très réussi. Quand il dit « j'aime les entreprises », peut-être il aurait dû dire j'estime les entreprises », parce que « j'aime les entreprises », à aucun moment on a l'impression qu'il aime les entreprises, regardez-le. Vous avez l'impression qu'il dit des mots d'amour, j'aime les entreprises. Et en plus, il se trompe quand il est en Allemagne, c'est-à-dire qu'il veut rendre hommage au public allemand, comme jadis Kennedy l'avait fait en parlant en allemand, et bute sur les syllabes. Il a 4 syllabes à dire. Monsieur Valls, apprenez votre texte. Et alors du coup, quel est je trouve que c'est un peu maladroit. Vous trouvez ça maladroit? Et puis le terme j'aime, vous trouvez ça maladroit? Regardez-le, quand il dit j'aime l'entreprise, par un seul moment, on sent une congruence entre le contenu de son discours et ce qu'il manifeste. Il est incongruent. Et par rapport à l'image, moi je trouve que ce qu'on perçoit, c'est d'abord de l'image. On est sur des écrans. L'image, est-ce qu'on a l'air d'avoir quelqu'un qui aime quelque chose? Est-ce que si on coupe le son, on a l'impression qu'il tient un discours d'amour? Je fais le pari de présenter cette image dans la salle. En tant que chef d'entreprise, j'ai ressenti un amour sincère de Manuel Valls pour les entreprises. D'accord, mais en tout cas, peut-être que cette congruence se voyait mieux dans la salle que par écran interposé. Non, vous trouvez que ça... La question, c'est la phrase qui reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le moment. Est-ce que c'était perçu au moment? Moi, de mon point de vue, ça l'était. Et après, quelle trace ça laisse? Je pense que la phrase « j'estime les entreprises » n'aura laissé aucune trace pour le futur, alors que « j'aime les entreprises » restera une phrase qui lui sera accrochée encore dans 2 ans et peut-être même dans 7. Alors, on passe maintenant à l'UMP, qui a eu son année pourrie, on peut le dire comme ça, littéralement pourrie par l'affaire Big Malion, société de communication accusée d'avoir surfacturé les meetings du candidat Sarkozy en 2012, ce qui a valu à certains des moments difficiles en mars, suite aux premières révélations du Point et de Libération. Jean-François Copé, alors patron de l'UMP, choisit l'attaque comme défense. Depuis quelques jours, ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Je veux dire aux Françaises et aux Français que j'ai toujours exercé mes fonctions avec droiture et avec honnêteté. Je ne suis dupe de rien. Les Français non plus ne sont dupes de rien. Les ficelles sont tellement grosses, à quelques semaines de scrutins très importants pour notre pays. Certains organes de presse, d'habitude si prompts à s'ériger en parangons de vertu, n'hésitent pas à user de pires méthodes, des méthodes dignes de l'Inquisition. Parmi eux, des tartuffes bouffis d'orgueil, si pleins d'eux-mêmes, tellement admirateurs de leur propre image, se contemplent avec une délectation perverse dans le reflet de shows télévisés autocentrés, en s'abritant derrière 2 mots d'ordre magiques pour justifier ce qui n'est rien d'autre qu'une vendetta. 2 mots d'ordre, transparence et démocratie. Voilà, alors la meilleure défense est-elle l'attaque? On y reviendra tout à l'heure. Quant à Nicolas Sarkozy, il est dès son retour interrogé lui aussi sur les éventuels dépassements du coût de sa campagne qu'aurait masqué Big Malion avec ses fausses factures. Écoutez-le sur le plateau de France 2. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société? Non. Vous ne saviez pas ce qu'elle faisait, quelle activité elle avait autour du parti? J'étais accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que ce n'est pas moi qui m'occupais de ça, même si j'assume toutes les responsabilités. La justice, la responsabilité de candidat, puisque je suis le seul candidat qui, de surcroît, à qui on a remboursé pas un centime.
Donc la campagne électorale de Nicolas Sarkozy n'a pas coûté un centime aux contribuables, puisqu'on a remboursé Mme Le Pen, on a remboursé M. Hollande, bien sûr, on a même remboursé M. Cheminade, dont l'axe phare du projet était d'organiser un débarquement sur Mars, un homme qui a de l'ambition. Et nous, on nous a donné 0 francs, 0 centimes, 18 millions d'électeurs. Bon, la justice est saisie, elle dira la vérité, ce qu'il y a eu, mais à ma connaissance, personne ne me reproche quoi que ce soit dans l'affaire Pygmalion. Et vous avez été convaincu de l'entretien que vous avez avec Jean-François Copé, vous êtes parlé entre hommes, vous êtes dit les choses, clairement. Mais quel est votre... Entre hommes, qu'est-ce que ça veut dire, cette virilité entre hommes, thérapie de choc? Je dois travailler et parler avec tous les membres de ma famille politique. Voilà, alors là aussi, hein, vous êtes unanime, on va dire, dans votre verdict. Il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. Lequel, Gilles Masson? Bon, Sarkozy s'en sort toujours mieux, parce qu'il a ce talent d'équilibriste. Toujours mieux. Toujours mieux. Il a ce talent d'équilibriste. Même si on a tous souri en réentendant l'extrait, j'ai découvert le nom de Pygmalion après il a une notion de campagne. déstabilisation de l'adversaire qui est redoutable. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est presque l'intervieweur qui a tort de poser ce genre de questions. Il part sur un autre candidat en citant Mars, donc il fait sourire la France entière. C'est un jeu de jambes incroyable, Sarkozy. C'est une bête de scène. C'est le cocktail habituel de mauvaise foi et de temps en temps d'accent de sincérité. Donc je pense qu'il s'en sort mieux, même si je pense que beaucoup de gens sourient quand ils voient cette interview. Et c'est pas bien qu'on sourit. Bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et on voit les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que la crédibilité de Nicolas Sarkozy est de plus en plus attaquée aujourd'hui. Et ça détruit sa crédibilité. Ah oui, je pense, oui, ça participe. Et quant à l'autre, quand Copé, c'est un désastre total. C'est-à-dire que c'est un numéro de comédien extrêmement raté. C'est des références culturelles. Il cite, dans un autre, il cite Bonaparte sur le pont d'Arcole. Il cite les Tartuffes, les parangons de vertu. Enfin, c'est un délire, l'Inquisition. Il est parti très loin, là. Vous pensez quoi qu'il est dans un registre qui n'est pas le bon? C'est un monsieur qui a été démissionné. C'est vrai qu'il y a un côté... C'est un peu l'alali contre Copé, donc c'est jamais sympa de se moquer d'une ambulance, mais je pense qu'il s'est très très mal défendu là. D'accord. Quelqu'un a une nuance ou une précision à apporter Mais moi, je trouve que sur le même motif, on a deux exercices totalement différents, deux réussites totalement différentes, enfin réussite ou échec d'ailleurs. D'un côté, on a la tragédie avec Copé, je suis d'accord avec vous, sur une très forte dramatisation, théâtralisation de sa parole. Surdramatisation. Et chez Sarko, on a presque du vaudeville, du burlesque, on a de l'humour, on a Cheminade, la Mars, on a une gestuelle outrancière, on passe de la tragédie à la comédie. Alors quel est le meilleur spectacle? Moi je préfère toujours rire que pleurer. Hein. Donc, d'accord, donc il vaut mieux celui qui nous fait rire. Vous dites un dernier petit mot? Ouais, je vais juste revenir sur cette vieille phrase, la meilleure défense c'est l'attaque. La réponse est oui, très souvent, sauf contre les journalistes. Donc il faut rectifier la phrase, c'est la meilleure défense c'est l'attaque, sauf l'attaque contre les journalistes. Qui pour un politique, par définition, ne marche jamais et ne marchera jamais. Et quand, pour revenir sur Sarkozy, la question c'est quand même la langue de bois absolue, la stratégie de l'évitement absolu qui fait quand même que les gens aujourd'hui ne croient plus la politique parce qu'elle est véritablement de ce point de vue-là incrédible puisqu'on ne répond pas à la question et on la contourne en allant jusqu'à Mars s'il le faut. Et donc c'est quand même dommage pour son retour de ne pas être revenu avec un franc-parler qu'il peut avoir par ailleurs et une forme d'honnêteté en reconnaissant où sont les problèmes et en disant ce qu'il sait. Moi, je trouve que juste qu'il y a un point commun entre les deux. D'ailleurs, l'un est l'élève de l'autre, l'un est le petit élève de l'autre, Copé, avec Sarkozy qui est un maître. C'est le côté très berlusconien de leur communication par rapport à l'affaire Pygmalion. C'est moi seul contre tous, ce sont les journalistes, les juges, mais croyez-moi sur parole, je suis honnête. Alors, on va passer maintenant au registre de la communication plus intime, hein, celle sur la vie privée. Alors, on pensait ces derniers temps que les politiques en avaient fini, hein, avec les photos posées, entourées du conjoint, des enfants, que tout ça a été un peu daté. Eh bien, visiblement, pas tout à fait quand même. Hein. Même Marine Le Pen, pourtant très discrète sur sa vie privée, s'y est mise cette année avec cette photo postée sur son compte Twitter où elle pose en train de faire un smack à son compagnon Louis Alliot après que Closer, alors toujours Closer, a fait état de rumeurs prétendant qu'il y aurait de l'eau dans le gaz. Alors est-ce que c'est réussi ça, Nicolas Bordas ? Moi, je dis c'est parfaitement réussi. C'est une maîtrise absolue de Twitter. D'ailleurs, c'est pas par hasard si Marine Le Pen a 400 000 followers, en l'occurrence 393 429 pour être précis, sur Twitter, c'est-à-dire beaucoup plus que les hommes politiques qui pourtant utilisent bien Twitter, comme Juppé, qui en a 135 000. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'art consommé de comprendre comment est Twitter. Elle utilise avant tout pour tweeter son actualité aux gens qui la suivent et qui l'intéressent, mais aussi pour rebondir sur l'actualité des autres. Et ce rebondissement-là est exactement dans la
tonalité de Twitter. D'ailleurs, on voit le nombre de retweets est absolument considérable. D'accord, c'est l'utiliser pour répondre, quoi, pas juste pour aller dans le sens pour alimenter sa communauté. Donc évidemment, les gens qui la suivent sont plutôt ses fans ou ses ennemis qui veulent s'informer. Mais en l'occurrence, pour alimenter les gens qui la suivent de choses qui sont pour l'essentiel très sérieuses, mais aussi qui adoptent le ton ou la tonalité de la twittosphère. Une petite nuance. C'est une photo incroyable, c'est une photo de télévision, on dirait une image prise dans un tellement vrai, on dirait qu'ils sont allés chez Truffaut le dimanche après-midi, ils vont faire un barbecue le samedi en ramenant des sapins et en faisant du jardinage à deux. Non, elle est formidable cette photo, mais elle est assez inattendue de la part de Marine Le Pen, qui a toujours été extrêmement discrète sur sa vie amoureuse. C'est inattendu, c'est inattendu parce que c'est un changement de style, mais alors du coup, est-ce que c'est bien d'être dans un registre qui vous ressemble pas, même si vous dites qu'elle utilise très bien les réseaux sociaux? Moi, je trouve qu'elle utilise quand même un peu le registre de son électorat, savoir un outil de communication jeune et en même temps une image glamour traditionnelle. Vous trouvez ça traditionnel? Oui, le couple. Ah, le couple avec les fleurs. Et puis, je voudrais attirer votre attention juste sur le fait que c'est elle qui enlace son compagnon et donc même là, elle tient les rênes. Elle doit faire un selfie, même, elle va jusqu'au bout. Ouais, elle fait la photo, elle l'enlace. C'est pas le baiser, c'est tellement bête. Il a très malin, c'est un retour à l'envoyeur. Il a plus qu'à se laisser embrasser. Retour à l'envoyeur très efficace. Très efficace. Mais c'est elle qui a choisi, elle a décidé de franchir le pas qu'elle n'avait jamais franchi jusqu'à présent. Elle va peut-être en vivre, elle va peut-être attirer sur elle tout d'un coup quelque chose qu'elle n'avait pas pensé attirer. Alors, dans un registre plus classique, celui du reportage dans Envoyé spécial, NKM, candidat UMP à la mairie de Paris, s'est fait suivre en pleine campagne des municipales en train d'emmener ses enfants à l'école. Nathalie Kosciusko-Morizet a 2 enfants de 8 et 4 ans, Paul Élie et Louis Abel. C'est leur première année scolaire à Paris. Ils ont déménagé de la ville de Longjumeau l'été dernier. Ferme bien le devant. La belle-mère d'NKM assure l'intendance et garde les enfants quand les parents ne sont pas là. Mon classe. Je ne suis encore pas occupée des photos de classe. Oui, bah c'est lundi matin. Elle habite avec eux depuis 10 ans. Les enfants l'ont surnommée Gouga et maintenant, tout le monde l'appelle comme ça. Allez, on y va. À tout à l'heure. Entre femmes de caractère, NKM et sa belle-mère ont l'air de bien s'entendre. C'est ma belle-fille, mais en fait, maintenant, on est tellement proches que c'est ma fille, quoi. Je la ressens comme ça. On a pris l'habitude de vivre à son rythme, les enfants sont habitués. Oui, il est 25. Ah, il est 25 déjà. Non, il est 8h20, mon chat. Viens, on peut y aller. Si maman est là, on est hyper contents, voilà. Si maman n'est pas là, ben on fait ça. Oui, Abel. On suit. On suit, tous. Oui, Abel. Sauf quand elle a des interviews matinales à la radio, NKM emmène ses fils à l'école chaque matin. J'aime bien avoir des moments réservés, toujours récurrents, un peu comme des rituels. Vous voyez, moi je suis pas là toute la journée, j'aime bien avoir des moments fixes où mes enfants savent que c'est moi qui suis là. Donc il y a le matin et le bain le soir. Pareil. Voilà, et contrairement à toutes ces mères qui, après avoir déposé les enfants, partent en courant au travail, elle reste pour bien les regarder par-dessus la grille. Alors, l'objectif certainement très classique, voilà, se montrer en famille pendant une campagne électorale, en mère attentive, mais est-ce réussi, Cécile Delosier, selon vous? Alors moi, je trouve que déjà d'avoir répondu à la question « Quelle mère suis-je, moi, qui ambitionne d'être maire de la ville de Paris ?» je trouve que c'est plutôt bien. Ah ouais? Oui. Ce qui me paraît manquer, c'est l'absence du père. Et du coup, on a l'impression qu'on a presque une famille monoparentale. Avec la grand-mère et la mère. Et puis, c'est la belle-mère qui incarne la figure de la maternité. Il n'y a pas d'effusion émotionnelle, il n'y a pas de baiser, de tendresse avec les enfants. Et à la fin du reportage, on voit NKM qui s'exprime à bout de souffle dans la rue, après avoir déposé ses enfants, à bout de souffle peut-être dans sa campagne, je ne sais pas. Donc je pense que l'intention était très bonne, mais que la réalisation est un peu manquée. Parce qu'elle apparaît solitaire finalement. Solitaire, esselée, voire fragile. Voire fragile. Oui, parce qu'il lui faut de l'aide. D'accord, puisqu'il lui faut de l'aide. Vous êtes d'accord ? Oui, enfin pour moi, c'est au-delà de ça, c'est raté, c'est ça? D'accord. Voilà, donc on est encore dans une docu-vérité avec la caméra qui est posée à 7h du matin dans la chambre des enfants, donc il faut quand même se poser des questions. Elle fait le job, elle vient de Longjumeau, elle veut montrer qu'elle est à Paris, qu'elle va à l'école publique à Paris. C'est les docu-vérités de pipolisation nécessaires. Et c'est au même moment où elle fait toutes les bourdes sur le métro en état de grâce, elle fume la clope avec les SDF. C'est un des pans d'une communication qui se veut vérité, mais qui a un but électoraliste évident. Donc c'est plutôt bien fait
pour les gens qui avaient envie éventuellement de voter NKM, mais sinon, c'est même pas bien fait. Ah bon, c'est même pas bien fait. C'est même pas bien fait. Alors, enfin, de mon point de vue, c'est le genre de séquence qu'on aimerait ne plus voir dans la communication politique. Si on pouvait arriver et en plus instrumentaliser des enfants de cet âge-là, d'une certaine manière, enfin moi je suis un peu choqué. C'est-à-dire, je pense qu'elle parle en tant que mère de sa vie de mère, en espérant être mère et meilleure, pourquoi pas. Mais de là à exhiber ses enfants de cette manière-là et à raconter cette histoire-là, moi je trouve ça pathétique. D'accord. Ah, bon, pourtant Cécile de Béziers, elle avait envie de la voir en train d'emmener ses enfants à l'école. Je pense que les électeurs, les gens, ils ont envie de connaître la vie familiale de leurs élus. On peut parler de la vie familiale sans exhiber ses enfants. Ah, tout à fait. Et à ce moment-là, moi je pense qu'il fallait montrer le mari. Il fallait montrer la Sainte Famille. On les floute, mais franchement, est-ce qu'elle leur rend service en faisant ça? Non. Il paraît que c'est les enfants qui l'ont demandé. Il paraît que bien les sûr, enfants... à cet âge-là, à 4 ans, 8 ans, à 4 ans, maman, je voudrais absolument t'aider pour ta campagne électorale, bien sûr. Et en termes, parce je le disais en préambule, on avait l'impression que justement ce genre d'image avait un peu disparu parce qu'elles avaient été souvent très critiquées. Est-ce qu'elles font leur retour ou alors c'est NKM qui a une communication un peu décalée selon vous, tous les deux, enfin Nicolas Bordas et puis Laurent Moi, je trouve que ça s'est jamais arrêté. On a vu Fillon, Copé avec leurs femmes, leurs gosses, leurs maisons, leurs châteaux, leurs piscines. Enfin bon, c'est tout le temps, c'est toute l'année. Je trouve que c'est plutôt réussi parce que c'est dans les codes on parlait de confession intime, alors c'est tellement vrai là. Le sujet c'est ma belle-mère et ma meilleure amie, vous avez vu, elle est formidable. Voilà. Ça reprend des codes, voilà, c'est plutôt bien fait, c'est entièrement bien écrit, les séquences sont écrites les unes après les autres. Non mais les belles-mères vont adorer. Voilà, bon, on le sait, c'est de la prod classique. Elle a choisi de parler de sa vie privée, et bien elle paiera peut-être un jour, au contraire elle gagnera peut-être un jour. D'accord, en tout cas vous dites que ça ne s'est jamais arrêté, vous êtes d'accord, ça ne s'est jamais arrêté, on avait quand même l'impression que... Moi je dis on aimerait bien que ça s'arrête. On aimerait que ça s'arrête. Le problème c'est que la politique, on en revient à un autre sujet beaucoup plus fondamental, qui est le besoin d'image, et en particulier de vidéos permanentes vis-à-vis des politiques, et qui du coup abîme le temps long, abîme la capacité de parler d'autre chose que ça. Ça restera, ça vous pensez, ce genre d'image? Non. Non. On aurait pu ne pas en parler aujourd'hui. Au fond, moi j'ai même été surpris que vous sélectionniez cet extrait parmi les parce que sur la communication personnelle, on a trouvé ça intéressant parce qu'on se pensait souvent que c'était fini. On s'est dit tiens, ça l'est pas. Qu'est-ce que non moi j'en ai vu plein. Beaucoup de politiques ces derniers temps expliquaient qu'ils ne voulaient plus poser avec leurs enfants, avec leurs familles. Ceux qui pensent que c'est fini, pardon, mais on peut rêver ce qu'on veut. Regardez Barack Obama aux États-Unis, qui est le candidat, le président mondial qui utilise le plus sa femme et sa famille, et notamment ses filles, dans un nombre de séquences annuelles que vous n'imaginez même pas. Alors, je veux bien que ce soit fini, peut-être qu'il est ringard, Obama, et peut-être qu'Hollande, qui n'en parle jamais, est formidablement pas ringard. Ces filles n'ont pas 4 ans. Mais elles ont été médiatisées très jeunes. D'accord. Bon, en tout cas, le sujet divise, donc c'était pas si inintéressant que ça. Pour finir, je voudrais vous soumettre une dernière séquence surprenante, là aussi moins emblématique de l'année, là aussi, il faut bien le reconnaître, hein. Mais elle nous a semblé l'être en matière de discours, de posture, hein, en matière de communication. Ça concerne Laurent Wauquiez, maire UMP du Puy-en-Velay. Alors après avoir raconté à la presse locale comment il avait arrêté des délinquants dans sa commune, il revient sur l'épisode à la télé. Là aussi, ça nous a paru quelque chose d'assez atypique en matière de communication qu'on voulait vous soumettre. Est-ce une nouvelle tendance ? Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. J'ai fait ce que n'importe qui ferait. C'est-à-dire ? Je suis maire, comme vous le savez. Oui. J'étais tranquillement avec ma voiture et ma famille. Je m'apprête à m'engager dans une rue où le feu est vert. Et j'ai un scooter avec 2 personnes qui passent en grillant le feu rouge et en allant à toute allure, je pense 50-70 km/h, en passant à 50 cm du capot de ma voiture et quasiment en écrasant une personne âgée. J'en peux plus de ça. Ça suffit. Cette absence de respect, ces incivilités, ce sentiment qu'au fond on assiste passif à des gamins qui font n'importe quoi, ça suffit. Donc, comme maire, j'ai un pouvoir de police. Je les ai donc pris en chasse avec ma voiture. Ils ont grillé un 2e feu rouge. Je suis sorti. Vous avez grillé le feu rouge Pas du tout. J'ai arrêté ma voiture au feu rouge. Ah bon. Dommage, monsieur. Non, mais j'ai arrêté. Ils se sont arrêtés. J'ai arrêté ma voiture au feu rouge, pas du tout. Je leur ai couru après. J'ai attrapé par le col un des gamins qui était à l'arrière. Ils avaient ralenti quand même. Et comme ils grillaient un feu rouge, là ils ont ralentissé un tout petit peu au moment de griller le feu rouge. D'accord. Je l'ai attrapé par le col et je les ai retenus et j'ai réussi à les empêcher. On a fait tomber la Vespa et puis je les ai arrêtés. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ?
Voilà, parce que ce qui compte, c'est pas juste ces deux-là, c'est la suite. Alors, on n'a pas fait de reconstitution pour visualiser la scène, donc je cours, je l'attrape par la capuche quand il ralentit, mais je cours très vite quand même, parce qu'auparavant, j'ai garé ma voiture. Vous soulevez un point, c'est quand vous visualisez la scène véritablement quand il la raconte, elle est pratiquement impossible. Elle est impossible. Parce qu'aller choper deux garçons qui sont sur un scooter et qui viennent de griller un feu rouge, quand il je sais pas qui il a renvoqué, peut-être que c'est un super pompier, mais à mon avis, il a dû avoir plus de mal que ça. Il doit courir très vite, je ne sais pas, on va pas mettre ça. En tout cas, c'est l'image du maire Superman. C'est Superman. C'est Superman, voilà, Superman. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles Masson? Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on sourit. Alors, vous dites tout à l'heure, quand ça fait sourire, c'est pas forcément réussi. Parce qu'effectivement, je sourit. trouve que la reconstitution est absolument impossible. Mais Oui, on ne va pas non plus d'un seul coup fois, dire ça n'a pas existé. Donc, il faut faire le bénéfice du doute. Et il lui dit, vous n'avez pas grillé le feu, vous aussi, donc. Non, absolument pas. Moi, j'ai trouvé ça assez adroit et responsable dans sa catégorie, parce que je pense qu'il y a plein de Français dans une catégorie de maires responsables, soucieux de la sécurité, soucieux de l'éducation des jeunes, soucieux de la justice. J'ai un pouvoir de police. Et à droite même. Et à droite, c'est clair. J'ai un pouvoir de police, je l'exerce moi-même. Oui, exactement. Après, on peut se poser des questions sur la reconstitution, mais ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Oui. Ah, c'est marrant, parce qu'on se serait dit que les deux étaient quand même étroitement mêlés, non? C'est autre chose. Oui. Moi, je vois un énarque aux prises avec la storytelling. On m'a dit qu'il fallait que je raconte des histoires à la télé parce que les gens adorent les histoires, et de fait, c'est vrai qu'on aime ça. Et là, l'énarque se met à raconter une histoire in vivo, on va essayer de reconstituer l'histoire, mais moi je suis comme vous, je n'y parviens pas, j'ai pas réussi à refaire le film. Donc en ça c'est raté parce que la succession d'images est peu performante, peu quand il sort convaincante. sa voiture, il court vraiment très très vite. Vous dites que c'est raté, moi je trouve ça Nicolas réussi, moi. Mais je reconnais les approximations sur le storytelling, mais au fond, dans nos métiers de la communication à l'heure digitale, on dit souvent, alors pardon pour la phrase en anglais, action speak louder than word, les actions parlent davantage que les discours. Là c'est comme s'il était en action. C'est le maire en action, bon, il est assez maladroit pour raconter l'histoire, j'admets, mais presque ça pour le mettre au crédit. Il a été surpris, on lui pose la question, il raconte l'histoire de manière maladroite, ok. Mais par contre, c'est un maire, or c'est le seul échelon politique respecté par les Français et consensuel sur une mission du politique, et c'est un maire en action, c'est-à-dire quelqu'un, alors moi ça m'a rappelé Bayrou et sa claque, mais sa taloche, vous vous en souvenez, mais sans les effets négatifs de la taloche, parce que là il s'est contenté d'attraper par le col, il l'a pas étranglé semble-t-il. Il aurait pu faire un grave accident. Donc il est toujours vivant, le gamin n'a pas porté plainte contre lui, donc tout va bien. Mais au fond, c'est un maire en action et qui met son action en ligne avec ses idées. C'est un maire de droite et il met ses actions de manière à droite en ligne avec ses idées. Comme la taloche de Bayrou qui était improvisée aussi. C'est un petit fait qui fait penser à la taloche de Bayrou sur le gamin qui lui faisait les poches pendant la campagne de 2007, mais c'est surtout un point raconté et de com pour Wauquiez qui continue de faire penser qu'on ne sait pas où est Wauquiez. Wauquiez, c'est un mec qui est un peu libéral de droite et souvent plutôt centre-droite, etc. Et de temps en temps, dans certains de ses positionnements, il a un côté très viril. Il parle à la France un peu qui a besoin de sécurité, qui a besoin qu'un maire y aille lui-même, qu'il en ait, pardon pour cette phrase, et qui a un côté un peu milice américaine. Il faudrait que ça change, il faudrait quand même qu'on leur mette un peu, qu'on les maintienne un peu. Voilà. Il a ce double discours qui sait qu'on ne sait jamais où il est. Et peut-être qu'un jour, il devra choisir dans ses différents positionnements. Parce qu'il a une communication très incohérente, je trouve, Laurent Wauquiez. Ah oui, incohérent. Et ça fait longtemps qu'il fait de la politique. C'est pas cohérent avec son image, avec le reste, ça vous dites, vous aussi, pour finir? En tout cas, repartir du fait d'être un maire qui agit pour sa commune n'est jamais un mauvais point de départ. Oui. D'accord, même. Bon, donc, regardez, sur cette note... Hollande est reparti. Oui, il est reparti du Conseil général de Corrèze. Voilà. Alors, pour finir, au vu de tous ces extraits emblématiques de l'année, on a vu que certains vous paraissez plus habiles que d'autres. Un dernier petit tour de table. Voilà, quel est votre, entre guillemets, déshabillons les d'or, voilà, puisque c'était l'exercice du jour, Cécile Delosier. Ça peut être un échec ou une réussite. C'est le plus marquant. Voilà, ce qui restera pour vous. Ce qui m'a frappé dans toutes les séquences qu'on a vues, c'est quand même le télescopage de la sphère privée et de la sphère publique. Et qu'à chaque séquence, on doit en fait voir qu'est-ce qui relève de l'homme politique et qu'est-ce qui relève de l'intimité de la personne. D'accord, bien au-delà des enfants accompagnés à l'école, on est toujours dans ce registre qui est peut-être... Exactement. D'accord, privé, public, oui, Gilles Masson. En réussite, Valls et J'aime les entreprises, et en échec, Copé et Tartuffe. D'accord. Moi, je restais sur la réussite. Je pense qu'à un moment donné, un homme politique du XXIe siècle doit comprendre que la politique, c'est de l'action et de la communication. Valls, non seulement l'a compris, mais l'effectue. Donc je pense que s'il reste une phrase encore dans 2 ans ou dans 7 ans, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je pense que ça restera cette phrase de Valls. J'aime les entreprises. Ou j'aime les entreprises. Oui. Et alors la séquence la plus marquante, la séquence la plus marquante, pour moi, c'est Hollande, clairement, mais pour moi, c'est le personnage de communication de l'année, Hollande. Parce que tant de résistance, après tout ce qu'il prend, franchement, ça force un peu le respect de temps en temps. Sur la communication. La résilience paiera.
Oui, la résilience paiera selon Boris Et la Cyrulnik. communication sacrificielle, hein, ça aura été... on aura appris ça aujourd'hui, voilà. On est dans la communication sacrificielle. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Paul Bastien qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Estelle Boileau qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Publiciana pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. C'est Pierre Léglise, moi j'adore. Hein. Ouais, c'est ça, j'adore. On va Ouais, tous venir en paillettes en fait. Ah oui, oui. C'est la pire journée de sa vie, cette journée-là. Oui, mais c'est pas quand il est démissionné, hein, c'est début mars, hein, il lui reste encore 2 mois et demi. Hein. Il lui reste encore 2 mois et demi. C'est la première contre-attaque. Il est amaigri d'ailleurs, il fait pitié sur les photos.